Bonsoir et bienvenue à Sportivement Vôtre. On se pose la question, est-ce que les Browns de Cleveland vont finir par se relever? Et est-ce que Marc Bergevin a encore sa place à Montréal? Voici votre émission d'actualité sportive préférée où on s'envoie des politesses par-ci, par-là, mais au final, on décortique l'actualité sportive, bien sûr. Et là, attention à la maison, à ma petite clochette juste ici. Elle sert de modérateur pour venir ici contenir Nicky Nick de temps en temps. Bon, écoute, là, c'est ça. T'essayes de m'empêcher de faire mon travail, mais ça m'empêchera pas quand même de donner mon opinion. Au final, je suis payé pour modérer. Et là, on va parler du premier sujet. Et on va parler, évidemment, de Alex Boulet plutôt, qui, finalement, a été signé sous contrat par Tampa Bay. Et là, je pose la question honnête, qu'est-ce qui s'est passé avec le Canadien? Honnêtement, ils l'ont littéralement échappé. C'est vraiment scandaleux, à mon avis. Pour de vrai, un jeune Québécois, meilleur pointeur de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, 51 buts, 58 passes cette saison. C'est hallucinant. Seulement en 61 matchs. Je pense que c'était une opportunité manquée par le Canadien de Montréal, puisqu'on avait la possibilité d'aller chercher un jeune joueur. Il n'a pas été repêché, mais ça ne veut rien dire. Donc, il aurait pu quand même faire partie de la Ligue nationale. Et je pense que Marc Bergevin aurait dû au moins montrer son intérêt envers Barry Boulet. Oui, effectivement. Et puis, si on se souvient, Sidney Crosby, dans ses jeunes années chez Rimouski, avait effectivement fait environ ça, 54 buts. Oui, c'est exactement. Oui. Donc, c'est un joueur très prometteur. Et là, tu as mentionné Bergevin, mais je te pose la question, il n'y a pas peut-être un niveau, il ne faudrait pas pointer un peu les dépisteurs, finalement, là, qui n'ont peut-être pas fait un bon travail ici. Bien, je pense que les dépisteurs amateurs du Canadien de Montréal ont plus ou moins fait leur travail, à moins que Marc Bergevin a fermé les yeux. Mais je pense que les détracteurs vont dire qu'à seulement 5 et 10 et 165 livres, peut-être que c'est pour ça que le Canadien est un peu réticent à aller signer un joueur de la trempe de Barry Boulet. Probablement. Et là, on parle de hockey toujours, la saison du Canadien qui s'achève, hein? Et qui dit fin de saison dit bilan. Oui. Et ça a inspiré la question du public cette semaine qui nous vient de Marc-André Lafrance de Outremont. Merci, Monsieur Lafrance, de votre question. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et elle va comme suit, Nicky, la question: quel membre d'importance de l'organisation du Canadien de Montréal ne sera plus avec l'équipe la saison prochaine? C'est une excellente question. Bergevin va rester avec l'équipe. Il a la pleine confiance de Jeff Molson. Oui. Claude Julien aussi, malgré la saison très décevante. Claude Julien fait du bon travail. C'est pas de sa faute. J'aurais dit Trevor Timmins, mais je pense qu'il va quand même rester là. Il a encore la confiance de Bergevin. Donc, tout est un jeu de confiance. Donc, on doit se tourner vers les joueurs. Et le premier nom qui me vient en tête, Max Pacioretty. Pacioretty, oui. Oh, ouais. Oh oui, Max Pacioretty est le plus attrayant, je pense, sur le marché des échanges, avec un contrat qui a un impact de 4,5 millions sur la masse salariale. Un excellent marqueur. Encore un contrat valide pour la saison prochaine. C'est un contrat qui en deçà, finalement, de son talent. Et je pense que c'est la meilleure monnaie d'échange pour Montréal, pour aller chercher peut-être un jeune joueur pour reconstruire l'équipe. Et ça va peut-être accélérer, justement, la reconstruction future de l'équipe. Parce qu'on va aller chercher un joueur vraiment d'impact immédiatement. Absolument. Et qui dit reconstruction, évidemment, on va penser à des joueurs des joueurs plus jeunes plutôt. Oui, des joueurs plus jeunes. Et Max Pacioretty, à 29 ans, il n'est pas vieux, mais il n'est pas jeune non plus. Donc, on va se tourner vers la relève. Absolument. Et on parlait de bilan de fin de saison. Eh bien, ça nous a inspiré notre top 3 des meilleurs gardiens cette saison. Mais moi, je t'écoute, là, ça m'intéresse. C'est qui ton top 3 là, au niveau des gardiens? Là? Au niveau des gardiens, je vais y aller tout d'abord. Vasilevski, avec Tampa Bay. 39 victoires, une moyenne de 2,40. C'est vraiment une saison excellente, mais il a quand même une bonne équipe devant lui. Je vais aller voir maintenant mon deuxième choix, Bobrovsky, avec Columbus. A une équipe, disons, moins performante en face de lui que Tampa Bay, mais avec des statistiques quand même assez honorables. Pourcentage d'arrêt de 920. Je pense que c'est une des clés de la réussite des Blue Jackets cette saison. Absolument. Et je peux pas terminer mon top 3 sans Marc-André Fleury, qui a littéralement une renaissance cette saison avec les Golden Knights de Vegas. Vois-tu, je suis pas en désaccord, mais au lieu de Fleury, j'aurais aimé ça peut-être voir des gardiens comme Pécariné, Ben Bishop ou peut-être même Toukaras. Non, je vais sonner 3 fois. C'est 3 choix que j'aurais jamais mis dans mon top 3. Oui, c'est des bons gardiens, mais c'est pas leur meilleure saison. La question, c'est vraiment le top 3 pour la saison 2017-2018. Et je crois, à mon sens, que c'est ces 3 gardiens-là. Puis tu changerais Fleury, je te constate qu'il y a une excellente saison. Oui, une excellente saison. À mon avis, Pécariné, qui a vraiment amené les Predators vraiment plus loin là, que peut-être la saison passée, mais cette saison-ci, une nouvelle équipe, club d'expansion, Marc-André Fleury,
Et une des clés de la réussite encore est le Golden Knights, à leur première saison, premier au classement général. C'est un bon point. C'est un bon point. Et là, la semaine dernière, on sait, a eu lieu le fameux Combine de la NFL. C'est une excellente occasion pour des joueurs, les futurs espoirs, de se démarquer. Et là, ben, ça inspire la fameuse question, hein? C'est qu'est-ce que les Browns vont devoir faire avec leur premier choix au total? Une réponse fort simple, un quart arrière. Il faut un quart arrière à Cleveland. Depuis, je ne sais pas combien d'années, on a de la difficulté à trouver un quart arrière autour duquel bâtir l'équipe. En ce moment, DeShone Kizer, qui est le quart arrière numéro 1, n'est pas un quart arrière autour duquel on doit bâtir une équipe. Durant le Combine, on a vu des quart arrière comme Josh Allen avec un bras les plus puissants. Josh Rosen, très mobile, très rapide. Mais je pense qu'avec le premier choix total, on devrait aller chercher un joueur de la trempe de Sam Darnold, le meilleur quart arrière selon moi, disponible au repêchage. C'est vraiment une bonne combinaison de vitesse, de précision. Je crois que c'est vraiment quelqu'un autour duquel on pourrait bâtir le club. Mais au final, là, Nick, va falloir se poser la question, est-ce qu'un corps arrière de qualité, c'est tout ce que ça prend pour les Browns? Là? À mon avis, je pense pas. Là. Non, pas vraiment, non. Oui, il va avoir un impact immédiat, je pense, autant que Carson Wentz avec les Eagles de Philadelphie. Oui. Mais oui, c'est un impact immédiat, oui. C'est pas la seule solution. C'est le premier départ, finalement. On doit ensuite trouver d'autres joueurs pour l'entourer, mais le corps arrière est vraiment la base d'une équipe de football. Absolument. Et dans un tout ordre d'idée, on va se poser une question très honnête ici en studio. Hein, finalement, on le sait, les champions de la UFC restent très rarement longtemps au sommet. Et donc, est-ce que c'est un avantage pour l'organisation de la UFC que ça se passe ainsi? Moi, je crois que oui. Oui, absolument. Je pense que tu es d'accord avec moi. Si tu veux mon avis, oui, je suis complètement d'accord. C'est un avantage. C'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on a une multitude d'athlètes, on a une présence de plusieurs combattants et on peut avoir plusieurs vedettes finalement dans le championnat. Et aussi, ça rend la compétition beaucoup plus intéressante, passionnante. On peut faire un contraste, par exemple, avec un autre sport totalement différent, la Formule 1. Michael Schumacher a dominé durant une dizaine d'années et on était presque écœurés de l'avoir gagné. Là, en UFC, c'est totalement différent. On voit toujours d'autres combattants gagner. Et aussi, au niveau des vedettes locales, pour la popularité du sport... Je savais que tu allais aller là-dedans. Là. Moi, je pense à Georges Saint-Pierre qui, grâce à lui, a fait connaître le sport. Oui, la UFC est connue au Québec grâce à Georges Saint-Pierre. Et partout dans le monde, des vedettes locales... font en sorte que ce sport est de plus en plus connu et populaire sur la scène internationale. Et même quand la vedette locale prend sa retraite, par exemple Georges Saint-Pierre au Québec, le sport reste très populaire. Donc, honnêtement, c'est un avantage considérable. Comparativement à d'autres sports de combat comme la boxe, par exemple, on voit souvent des hommes garder plusieurs ceintures durant quelques années. Exactement. Sans oublier le nombre infini de fans qu'on apporte à chaque nouveau adversaire. C'est un avantage considérable. Absolument. Et là, on parle un peu de baseball et plus précisément de Shohei Ohtani, qui est là, j'ai envie de dire, au pelay. C'est tout un joueur, franchement. Qu'est-ce qu'on a à dire là, de lui, vraiment? Shohei Ohtani, un joueur des plus complets, un des joueurs le plus complet que le baseball majeur a connu depuis au moins quelques années. Oui, facilement. Très polyvalent. C'est un frappeur de puissance tout en étant un lanceur des plus efficaces. Au niveau des statistiques, dans la Ligue du Pacifique, 42 victoires, 15 défaites en tant que lanceur. Et au bâton, une moyenne de 286 et 48 circuits. Honnêtement, je pense que c'est le joueur le plus complet dans le baseball depuis Babe Ruth. Oh, quand même. Fait que le Babe Ruth japonais, finalement. Le Babe Ruth des temps modernes, absolument. Mais là, clairement, Nick, hein, on va être d'accord, ça va avoir un impact nécessairement dans le baseball majeur. Là. Oui, ça va avoir un impact. Et surtout qu'en ce moment, le baseball majeur est un peu en reconstruction. On a entendu une possible expansion. On veut finalement jumeler les deux équipes. Les deux ligues, la Ligue américaine, la Ligue nationale, le règlement qui différencie les deux ligues sont la règle du frappeur désigné. Avec des joueurs comme Shohei Ohtani, si plusieurs d'entre eux, plusieurs lanceurs savant frapper, peuvent faire partie de la Ligue, je pense que ça va mettre en considération, puisque c'est rare qu'on voit des lanceurs être efficaces au bâton. Souvent, c'est un retrait automatique. C'est presque assuré, mais là, avec des joueurs comme ça va changer le baseball et pour le mieux. Bien, en tout cas, on va pouvoir dire que ça va brasser la soupe très certainement. Oui, c'est sûr. Absolument. Et là, je vais résumer le soccer en un seul mot. Et là, je vais dire Balou Jean-Yves. Hein, quand même. Oui, on dirait que j'ai un petit amertume quand je pense à son transfert. Hein. C'est un joueur local. On l'a fait grandir, on l'a fait performer ici. Ça me fait quelque chose, on dirait. Bien, je comprends ton amertume, mais quand même, il faut regarder ça positivement. Premier joueur de l'Académie de l'Impact
qui a été transféré dans un club européen. Donc, Effectivement. moi, je vois ça d'un œil très positif. Il a été transféré à Barcelone, justement, fait l'équipe A maintenant. Même dans son programme sport-études au Centre national de haute performance, le CNHP, performait déjà. Donc, moi, je pense que c'est très positif pour le soccer québécois, puisque même lorsqu'ils sont jeunes, ils réussissent à performer, on est capable de les perfectionner, de leur apprendre. Et après, à l'Académie de l'Impact, on est capable ensuite de leur montrer encore plus, les propulser. Et je pense que, oui, on a perdu un très bon joueur en Balou. Je pense qu'il aurait été très efficace avec l'Impact, peut-être un peu trop. Un peu trop. Un peu trop, parce que je pense que la MLS, c'est pas une ligue aussi dominante que les ligues en Europe. Donc, le championnat en Espagne... Pas encore, du moins. Pas encore. Non, je pense à l'Angleterre, en France, en Allemagne, en Espagne. C'est des ligues vraiment supérieures à la MLS. Et Balou... Balou se devait d'aller en Europe. Je t'entends parler, tu es en train de dire qu'il y a littéralement un espoir là, pour le soccer d'ailleurs québécois. Là, oui. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres jeunes. Il y a des académies. Là. Il y a des académies. L'Académie de l'Impact va former d'autres joueurs qui vont jouer avec l'Impact en MLS. Et honnêtement, c'est une très bonne nouvelle pour Balou et pour le soccer québécois. Absolument. Et là, les séries arrivent à grands pas dans la NBA. Et on a reçu quelques informations sur la condition de Markel Fultz par Brett Brown. Bon, ça a l'air d'aller mieux. Mais ça n'a pas l'air d'être assez, là, visiblement. Oui, on s'appelle, c'est sa première saison. Est-ce qu'on va le revoir? C'est ça la question. C'est décevant comme saison. C'est un peu triste parce que premier choix total au dernier repêchage, a joué seulement 4 parties. On s'attendait à beaucoup plus dans le rôle de meneur. Donc, c'est sa position. Il reste seulement 20 parties à la saison. Moi, honnêtement, je veux pas y voir la face sur le... Non, je veux pas le voir. Attention, je veux pas le voir. Précise, qu'est-ce que tu veux dire, là? Mais pourquoi tu veux pas le voir? Je veux pas le voir parce que c'est pas le moment. Il est blessé à l'épaule. On risque d'aggraver sa blessure s'il commence à jouer en fin de saison. Et en série, les 76ers vont faire face à des équipes dominantes comme les Raptors, les Cavaliers, les Celtics. C'est toutes des équipes dans l'Est qui vont probablement les battre. Donc, je pense que miser sur Fultz immédiatement, c'est pas la meilleure solution. Je pense qu'on devrait remettre à l'année prochaine la saison. On va le faire jouer. Ça va être sa première vraie saison. Parce que oui, c'est clair qu'il va avoir un impact immédiat avec l'équipe. Mais cette saison, c'est un risque et on risque d'hypothéquer finalement sa carrière si on commence à faire jouer tout ça. En plus des séries. Donc, honnêtement, c'est à remettre à l'année prochaine pour Fultz. Et sinon, on doit s'attendre à quoi rapidement là, pour la prochaine saison? La prochaine saison, il va être totalement dominant. Honnêtement, s'il reste en santé, ça va être un des meilleurs joueurs de basket. Excellent. Et là, les Jeux olympiques qui viennent tout juste de passer, ça a passé si rapidement d'ailleurs. Et là, Niki, c'est plus un secret. Toi et moi, on est des fans finis de curling, c'est connu. Mais là, le bilan s'impose. Qu'est-ce qui s'est passé pour le Canada, là? Honnêtement, je suis sans mots. Sans mots? Oh oui, je suis sans mots. C'était une performance totalement désastreuse du Canada. Perdre les 2 titres olympiques, donc les 2 médailles d'or que nous avions en 2014 à Sochi. On vient de perdre ça en curling féminin et masculin. Une chance qu'on avait le double mixte. Mais honnêtement, ça me donne envie de sortir avec un sac de papier sur la tête. Non, on devrait! Non! Franchement, mais quand même! Franchement. Non, c'est honteux pour le Canada. T'es déçu, mais est-ce que t'es inquiet? Je peux pas dire que je suis inquiet. J'avoue que je suis très déçu, mais Curling Canada est une des organisations les plus proactives sur la scène sportive. Effectivement. On a déjà vu avec le changement dans le tournoi des cœurs canadiens. Absolument. Grand changement pour inclure tous les territoires et les provinces, donc plus d'équipes, un plus grand bassin de joueurs. On va vraiment chercher les meilleurs. Et je suis pas inquiet parce que, justement, le Canada n'a pas perdu à cause qu'il n'était pas assez fort, mais parce que les autres pays se sont perfectionnés. Adaptés, oui, le Canada a toujours été dominant, mais là, les autres pays nous ont rejoints et il faut travailler doublement pour rejoindre les autres équipes. Parle-nous de Kevin Coe, d'ailleurs, et de Rachel Oman. Kevin Coe et Rachel Oman ont eu des Jeux olympiques décevants, mais sont quand même de très bons curleurs. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce que Curling Canada va faire, mais je suis très optimiste. Aucunement inquiet. Tant mieux dans ce cas-là. Et pour le prochain sujet, Niki, écoute bien ça, j'en ai une bonne pour toi. C'est une bonne question. Dans l'élite mondiale actuelle de la boxe, qui voudrais-tu absolument voir s'affronter? C'est une bonne question. Bonne question. Et je vais t'emmener complètement ailleurs en disant Andre Ward contre Floyd Mayweather. Oui. Pardon. Mais attends un peu, là, ça marche pas. Les deux sont en retraite premièrement. Ben, oui, je sais. Les deux sont en retraite. Mais pourquoi ne pas les faire sortir de leur retraite pour un dernier combat? C'est deux... Tu m'as parlé d'élite de la boxe. C'est deux boxeurs qui, à mes yeux, font encore partie de l'élite de la boxe. Effectivement. Et en plus, ça va permettre de vous faire jouer 2 fiches immaculées. Donc, on va mettre en jeu 2 fiches parfaites. Et je pense que c'est des boxeurs assez semblables,
mais avec quand même beaucoup de différences parce qu'ils ne sont pas dans la même catégorie de poids. Tu vas me Absolument, dire. c'est ça que j'allais dire, là. J'ai eu peur que tu allais me sonner pour ça parce que oui, ils ne sont pas dans la même catégorie de poids, Oui. mais ça serait honnêtement un combat des plus particuliers. On a vu. Spectaculaire du Oui, moins. on a vu Conor McGregor contre Floyd Mayweather, justement, deux athlètes de deux sports différents, arts martiaux mix, boxe. Tu m'as demandé le match que je voulais voir cette année. Tu celui qui allait arriver, m'as pas parlé de Ouais. réalisme. Moi, j'aimerais vraiment voir ce combat-là cette année. Ça serait hallucinant, que ce soit pour les partisans, les prêteurs sur gage, n'importe qui aime la boxe ou pas. Ça serait vraiment intéressant sur la scène sportive. Absolument. Ben, je vais te le souhaiter que ce match-là arrive. Ah, j'aimerais vraiment ça. Mais bon, on va rester réaliste. Il y a très peu de On chance. croise les doigts. Et c'est tout ce qui complète notre émission cette semaine. Pour voir ou revoir cet épisode, rendez-vous sur sportivementvôtre.com pour un compte-rendu détaillé de l'émission. Pour le reste, rendez-vous sur notre page Facebook pour poser vos questions et demander à Nicky Nick toutes les questions que vous avez envie de répondre. Il va prendre le temps de vous répondre avec plaisir. En attendant de ne pas se faire sonner par André-Philippe, justement. Oui, c'est ça. Et on vous souhaite une bonne soirée sur nos ondes.